Le jour où Biya décède aujourd'hui, les gens qui parlent de corruption n'en parleront plus. La majorité vont fuir. Parce qu'à ce moment-là, c'est la violence qui domine. Non, si on respecte la corruption. J'ai dit donc, mais il n'y a pas de respect de la corruption en Afrique centrale. Ah, d'accord. Il n'y a pas de respect de la corruption en Afrique centrale. Ce n'est pas la corruption. La corruption d'ailleurs, les gens la déchire. Ah bon? On déchire la constitution. Oui! Mais au Cameroun, ça n'a pas se fait. Si! Ah bon? Ça a été fait! Quand? Le 6 avril 84, ça a été fait. Ils ont tanké la corruption. C'est-à-dire les gens prennent des armes et ils disent que la corruption ne vaut plus rien. La constitution, c'est des dispositions qui ne seront appliquées que si les gens qui sont là veulent. Mais s'ils ne veulent pas, les oblige. Qui oblige? Même le peuple. Quel peuple? Le peuple peut non, madame la sénatrice. Oui. Quel peuple peut obliger une unité militaire à Yaoundé qui prend le pouvoir? Mais vous pensez que s'il y a 1000 personnes, 5000 personnes qui descendent là-bas pour aller... Non, les 5000 personnes les militaires vont faire quoi? Vous racontez quoi? Ils vont tuer 5000 personnes. Ils vont tuer 10 000 personnes. Mais vous parlez, vous êtes dans la spéculation. Quelle spéculation? Vous êtes dans la pure spéculation, Quelle madame. spéculation? Non, le pouvoir c'est le peuple, monsieur. Non, madame. Nous faisons des analyses pour être utiles au Cameroun. Oui. Donc vous dites maintenant nous disons que dans un pays comme le on va Cameroun, déchirer la constitution. qui va me parler comme ça? Il a disparu aujourd'hui. Vous-même. Babylone, juin 323 avant notre ère. Un homme agonise dans le palais de Nebuchadnezzar. Et autour de son lit, les généraux se penchent, non pour recueillir un dernier souffle d'amour, mais pour recueillir un mot, un seul, qui décidera du sort de la terre connue. On demande à Alexandre à qui il lègue son empire. Il répond, dit-on, au plus fort. Toi, gratis toi. 4 syllabes grecques. Et voilà l'Asie, l'Égypte, la Macédoine livrée non à une loi mais à une guerre. Celle des Diadoques. 40 années de sang pour se partager ce qu'un seul homme avait tenu debout par la seule force de sa présence. Aucune constitution n'avait prévu cette phrase. Aucun texte ne pouvait l'empêcher. Le pouvoir, en l'instant où il se retire d'un corps, retourne à sa nature première. Et cette nature même, Thucydide l'avait déjà consigné avant Alexandre. Le fort fait ce qu'il peut, le faible subit ce qu'il doit. Le Cameroun n'est pas Babylone. Et le 21e siècle n'est pas le 4e avant notre ère. Mais l'os de la question n'a pas bougé d'un millimètre en 23 siècles. Et c'est cet os-là que Dieudonné Issomba, sur le plateau du club d'élite, a mis à nu avec la froideur clinique d'un homme qui refuse de détourner le regard. Moi, vous savez, je suis économiste. Un économiste, c'est quelqu'un de réaliste. Je ne peux pas m'en tenir au fait qu'il y a eu un mandat de 7 ans. En refusant de regarder Biya tel qu'il est, tel qu'on le voit. La phrase se veut sobre. Elle est en réalité un coup porté à toute une rhétorique du déni. Celle qui voudrait que la légitimité électorale suffise à combler par la seule vertu du chiffre et du septennat l'écart entre l'homme réel et la fonction qu'il incarne. Max Weber, dans Économie et Société, avait construit toute une typologie pour distinguer la domination légale rationnelle de la domination charismatique et de la domination traditionnelle. Mais il avait aussi averti que ces formes de légitimité, une fois usées par le temps, ne se maintiennent plus que par l'habitude, la routinisation d'un charisme qui n'a plus de porteur vivant pour l'incarner. Un mandat de 7 ans, dûment scellé par les urnes, est une chose. Un corps fatigué qui doit porter ce mandat jusqu'à son terme en est une autre. L'économiste ne juge pas l'homme, il constate l'écart, et cet écart, dans toute théorie classique du pouvoir, est précisément l'endroit où la crise s'installe. C'est quelqu'un déjà terriblement fatigué.
Et lorsqu'on voit que Biya fait des promesses, tout le monde attend, ça ne tient pas. Pendant ce temps, il y a toute une forme qui s'agit autour de lui. Il est normal qu'on s'inquiète. De quoi? Qu'il est nommé secrétaire général à la présidence, qu'il est nommé directeur du cabinet civil, Non, qu'il ait mis en place un premier ministre, non. qu'il ait un gouvernement. Boni, professeur. Oui. Bon. Mais il y a la Je t'en prie, un État, Mais c'est c'est quoi? pas votre tour de parole. Non, un État, c'est quoi? Non, c'est pas votre tour de parole, madame le sénateur. C'est Donc, je d'abord- dis, Ouais, nous sommes sérieusement étouffés. la seule chose, Il y a ici quelque chose que Machiavel aurait reconnu sous peine, sans peine. Lui qui écrivait dans les discours sur la première décade des titres livres que rien n'est plus périlleux pour un État que l'incertitude qui entoure le corps du prince lorsque ce corps commence à faiblir. Ce ne sont pas les ennemis extérieurs qui menacent d'abord, ce sont les courtisans, ceux qui s'agitent autour, ceux qui préparent en silence les positions qu'ils occuperont lorsque le silence du sommet deviendra vacances. Le prince tout entier est une méditation sur cette question. Comment un pouvoir personnel construit sur la vertu et la fortune d'un seul homme survit-il à l'épuisement de cet homme? Machiavel répond: il ne survit que si l'ordre a été préparé avant que la nécessité ne l'impose. Faut de quoi? Ce sont d'autres qui préparent l'ordre à sa place et rarement dans l'intérêt de celui qui se tint. la seule chose qu'on peut solliciter du président Biya maintenant, c'est de lui dire clairement que Rentre au son village. âge et son état de santé Vous êtes demandent médecin. Ok. qu'il délègue, Vous êtes sérieux? qu'il délègue les pouvoirs. Autrement dit, qu'il mette sur pied, qu'il nomme. Est-ce qu'il n'a pas laissé les délégations de signature? Laissez aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il n'a pas un collaborateur qui a déjà une délégation de signature? Qu'il nomme le vice-président comme lui-même l'a promis. l'a promis, qu'il fasse au gouvernement comme lui-même il a promis, et qu'il cesse d'être le centre de toutes les attentes. Voilà formulée en langage de plateau télévisé la question exacte que Carl Smith pose dans Théologie politique lorsqu'il écrivait que souverain est celui qui décide de l'exception. Car que devient un ordre constitutionnel quand celui qui a le pouvoir de nommer, de déléguer, de faire fonctionner les institutions promises n'exerce plus ce pouvoir sans pour autant l'avoir formellement transmis? On entre alors dans ce que Smith appelait précisément l'état d'exception. Ni la norme ordinaire ne s'applique pleinement, ni une nouvelle norme n'a pris sa place. Le pays vit dans cet entre-deux, cette suspension où la constitution existe sur le papier, mais où l'exercice réel du pouvoir, la nomination, la formation du gouvernement, la vice-présidence promise reste captive d'une seule volonté, elle-même affaiblie, dit-on. Le problème posé aujourd'hui, c'est le fait que ce pouvoir ultra concentré entre ses mains, ce pouvoir qui n'est pas délégué, fait que Il n'y a pas de délégation de signature. tout son, c'est-à-dire tout le pays vit à son rythme. Ce n'est pas bien. Hypercentralisation. Le mot est d'économiste, mais le diagnostic est des politistes. Samuel Huntington, dans Political Order in Changing Societies, l'avait formulé en des termes presque identiques pour les régimes personnalisés d'après indépendance. Plus un système concentre l'autorité dans une seule personne au détriment des institutions, plus il devient fragile au moment précis où cette personne cesse d'être disponible, car l'ordre politique
chez Huntington précède toujours la liberté, mais sans institution capable d'absorber le choc d'une transition, aucune constitution, si bien rédigée soit-elle, ne suffit à empêcher la chute dans le désordre. Parce que à son âge, s'il arrive, tout peut arriver. S'il arrive, qu'est-ce qu'on fait? Constitution, non. Ça arrive, il n'y a pas la constitution. Non, je voulais dire Boni. Madame, moi, vous savez, je ne suis pas obligé de suivre votre discours. Hein? Suivez quoi? Je sais que nous sommes en Afrique centrale. Et nous savons qu'en Afrique centrale, le pouvoir, c'est d'abord un rapport de force. Ici, la voix ne s'excuse plus, elle assène. Et c'est Thomas Hobbes qui s'avance depuis les pages du Léviathan, lui qui avait posé comme fondement de toute société l'instauration d'un pouvoir commun assez redoutable pour tenir les hommes en respect. Faute de quoi, la vie retourne à cet état de nature où elle est, selon la formule fameuse, solitaire, pauvre, désagréable, brutale et courte. Le Léviathan n'est pas un ornement des bibliothèques. C'est la description exacte de ce que devient une société lorsque le pouvoir souverain, celui qui détient, selon la formule que Max Weber forgera 2 siècles et demi plus tard, le monopole de la violence physique légitime, se met à vaciller sans que nul mécanisme de succession organisée ne prenne aussitôt le relais. Le jour où Biya décède aujourd'hui, les gens qui parlent de constitution n'en parleront plus. La majorité vont fuir. Parce qu'à ce moment-là, c'est la violence qui domine. Non, si on respecte la constitution. Non, j'ai dit donc, mais il n'y a pas de respect de la constitution en Afrique centrale. Ah, d'accord. Il n'y a pas de respect de la constitution en Afrique centrale. Donc vous nous apprenez qu'on va... C'est les unités de... Non, c'est les gens qui contrôlent. C'est les gens qui contrôlent. Non, laissez-moi, c'est les gens qui contrôlent les unités de force. Mais pour ça, Messanga, vous êtes consultant. Mais si nous parlons au même moment, on ne s'écoute pas. C'est les gens qui contrôlent les unités de force dans la capitale. La phrase glace, et elle a raison de glacer. C'est très exactement la définition webérienne de l'État qui est ici retournée comme un gant. Non pas l'État qui possède le monopole légitime de la force au service du droit, mais la force qui, en l'absence d'un droit incontesté, redevient elle-même le seul arbitre du légitime. Sachez donc que c'est comme cela. Ah bon? Oui. En Afrique centrale, et d'ailleurs pas seulement, c'est les gens qui contrôlent les unités de force dans la capitale qui définissent qui sera président. Ce n'est pas la Constitution. La Constitution d'ailleurs, on la déchire. Ah bon? On déchire la Constitution? Oui. Mais au Cameroun, ça n'a pas se fait. Si. Ah bon? Ça a été fait. Quand? Le 6 avril 84, ça a été fait. Ils ont tenté la Constitution. C'est-à-dire les gens prennent des armes et disent que la Constitution ne vaut plus rien. Le 6 avril 1984, la date n'est pas choisie au hasard par celui qui la prononce. Elle est la cicatrice inscrite dans la mémoire longue du pays. La preuve par le fait que la force a déjà une fois tranché là où le droit hésitait. Polybe, dans ses histoires, avait donné un nom à ce mouvement perpétuel des régimes qui naissent de la force, se stabilisent dans la loi, puis retournent à la force. L'anacyclose, monarchie qui dégénère en tyrannie, aristocratie qui dégénère en oligarchie, démocratie qui dégénère en ochlocratie, et de l'ochlocratie renaît par lassitude et par nécessité un homme fort. Ce cycle n'est ni une malédiction propre à l'Afrique centrale, ni une fatalité raciale. C'est selon Polybe la loi commune de toute communauté politique qui n'a pas su ou pas pu ancrer ces institutions plus profondément que la personne qui les incarne. Oui, bien sûr. Vous ne le savez pas. On ne savait pas, moi je t'ai Non, laissez aller jusqu'au bout. Mais Je dis donc, vous allez déchirer la Ils vous Constitution. empêcheront de parler, professeur Messanga. mon ami, Ils vont vous empêcher de parler à votre tour. la Constitution,
c'est des dispositions qui ne seront appliquées que si les gens qui sont là veulent. Voilà mot pour mot ce que Carl Smith appelait la différence entre la norme et la décision. Une norme ne s'applique jamais d'elle-même. Elle a toujours besoin d'une volonté pour la faire vivre. Et quand cette volonté se retire ou se divise, le texte reste muet sur le papier pendant que d'autres décident hors de lui ce qui sera. Vous-même qui rôdez autour du palais. Quel palais? Moi, je ne rôde pas autour du palais. Non, laissez. Si je vais aller au palais, je vais comme madame. Vous qui rôdez autour du palais. Vous pensez à cet instant que les héritiers des Biya qui sont au palais, vous êtes l'histoire de président au palais. Il y a des héritiers là-bas, nous ne savons pas. Les héritiers sont constitutionnels. Non. La question posée comme une gifle ramène au cœur du prince. Machiavelli détaillait alors longuement comment les États qui ont vécu sous un seul maître, une fois ce maître disparu, deviennent le théâtre d'une lutte entre ceux qui l'ont servi et ceux qui, dans l'ombre du même palais, se préparaient déjà à lui succéder. Et il n'y a, disait-il, aucune loyauté qui résiste durablement à l'appât d'un trône vacant. J'ai dit, Il faut qu'ils soient audibles. le président Biya en train de dire. doit tenir compte que l'après-Biya va se jouer sur la base des rapports de force. Non, mais là c'est signe de faire rien avant. Mais justement, ce que je dis, je veux donc dire que lui, pour éviter ça, c'est lui qui doit tout mettre en œuvre pour que cette succession-là se fasse dans la paix. Bon, même si c'est lui qui la succession et que les autres refusent alors. Ce n'est pas la Puisque vous dites qu'il y a des gens qui vont refuser. Attendez, ce n'est pas la constitution. Vous avez dit qu'il y a des gens qui vont refuser. Ok. Pardon? Vous avez dit qu'il y a des gens qui vont Je déchirer te la laisse, on va constitution. chuter, s'il vous plaît. Chutez. Mais bien sûr, les gens non, j'ai dit non. Les gens refusent toujours. Ah bon? La seule différence est que le chef de l'État peut structurer les choses de telle sorte que les gens qui refusent ne puissent pas empêcher que les choses se passent dans la paix. Cela très précisément que la pensée de Dieudonné Issomba rejoint et dépasse le simple constat aubésien. Elle ne se contente pas de dire que la paix suppose un souverain fort. Elle ajoute que la paix future suppose un souverain actuel qui accepte de son vivant d'organiser sa propre succession. C'est que ni Hobbes ni Machiavel, tout occupés qu'ils étaient à penser la prise et la conservation du pouvoir, n'avaient vraiment théorisé avec cette acuité. Là, plus rare que tous les autres, de préparer sciemment sa propre sortie. Et puis vient l'exemple, celui qui ancre tout le raisonnement dans la chair de l'histoire nationale et non plus seulement dans les traits européens. Pourquoi ce Aïdjo n'a pas refusé? Sur Aïdjo, qu'est-ce qui s'est passé? Aïdjo avait laissé le pouvoir à Biya, c'est ça? Oui. Et si Biya laisse aussi à Attendez, madame, S'il vous plaît. Mais vous aurez votre temps de parole, madame le sénateur. avant un an, il y a eu des gens qui ont engagé de nous tuer. Et avant 2 ans, il y a eu une unité militaire qui s'est redressée pour le renverser. Et il y a eu la chance que ces partisans militaires surmontent cette tentative de renversement. De la garde républicaine. Oui. Le 6 avril 1984, de nouveau, mais cette fois comme preuve vivante plutôt que comme date abstraite, la première transition camerounaise censée être un modèle de passation pacifique a failli se dissoudre dans le sang dès sa 2e année. Il ne s'est maintenu que par la chance des armes, non par la force du droit. Huntington aurait vu là un cas d'école, un pouvoir personnel transmis sans institution suffisamment robuste pour absorber le choc, sauvé non par la constitution mais par le hasard des fidélités militaires. Donc quand les gens parlent en oubliant que le pouvoir dans nos pays, c'est d'abord
un rapport de force brut. Brut, le mot est cru. Il n'a pas la politesse des commentateurs qui parlent d'équilibre institutionnel ou de dialogue national. Il dit la chose telle qu'elle est, sans fable, avec la sécheresse d'un diagnostic médical prononcé au chevet d'un patient qu'on n'a plus le temps de ménager. Le président connaît les forces du système. Il peut donc amener ces forces du système. Votre téléphone, je donnais son. Tout à fait. Il peut amener ces forces du système à accepter une transition à la douce. D'accord. Parce que s'il ne le fait pas, le pouvoir du billet est si attractif, si concentré, si attractif, que très peu de gens, sans ce mécanisme de négociation, très peu de gens sont prêts à le lâcher. D'accord. La phrase reste en suspens, comme une porte qu'on n'ose pas refermer. Et c'est peut-être là que le vertige, non, pas ce mot, disons l'effroi, devient le plus tangible. Car ce que décrit le consultant de Vision 4 n'est pas une hypothèse d'école, c'est une clé, celle par laquelle Polybe expliquait comment les cités basculent, celle par laquelle Smith expliquait comment les États suspendent leurs propres lois, celle par laquelle Hobbes justifiait qu'on préfère presque tout à l'anarchie, y compris un pouvoir dur, y compris un pouvoir centralisé, y compris un pouvoir qui fatigue son propre titulaire, pourvu qu'il empêche le retour de la guerre de chacun contre chacun. Le Cameroun aujourd'hui ressemble moins à une nation qu'à une respiration suspendue entre deux souffles. Celui qui s'achève et celui qui n'a pas encore de nom. Chaque jour qui passe sans que le vice-président promis soit nommé, sans que le gouvernement annoncé soit formé, est un jour de plus où le pays vit, selon les mots même de Dieudonné Somba, à son rythme à lui, et non au rythme des institutions censées survivre à tous les rythmes individuels. Les diadoques à Babylone se sont partagés l'empire d'Alexandre par la guerre, parce qu'aucun mot n'avait été prononcé à temps, parce qu'un, au plus fort, lancé dans un dernier souffle, ne remplace jamais un ordre de succession pensé, écrit, accepté par avance. Le Cameroun n'est ni Babylone ni Rome, et l'histoire ne se répète jamais à l'identique. Mais elle rime, disait-on, et dans cette rime tremblante entre un mandat de 7 ans et un corps qui fatigue, entre une constitution qui existe et des rapports de force qui décident, entre un palais peuplé d'héritiers silencieux et un peuple qui regarde sans savoir de quel côté regarder, c'est quelque chose qui dépasse un homme, dépasse un parti, dépasse même une génération. La question vient comme la politique elle-même de savoir si un ordre peut se survivre à lui-même lorsque celui qui l'a fondé cesse d'être là pour le porter. Merci.